Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour a marqué l'imaginaire collectif avec du rouge, en créant une semelle flamboyante pour des souliers d'exception. Plus qu'une chaussure, une icône depuis 30 ans. À Monaco, il orchestre le Bal de la Rose depuis plusieurs années et nous fait le plaisir de cet échange avant le lancement de cette 69e édition. Bonjour Christian Louboutin. Bonjour. Je parlais du soulier rouge et de la semelle rouge. Alors avant de parler peut-être du Bal de la Rose, parlons de ce soulier. Parce que j'ai lu quelque part que ce qui vous inspire la semelle rouge... Alors j'ai lu deux choses. La première, vous dites on peut ne pas aimer la couleur et aimer le rouge. Et la deuxième, vous dites j'ai vu un jour un dessin de talons barrés en rouge et ça m'a fait réfléchir, c'est ça? Vous parlez de la couleur, ouais. On peut ne pas aimer la couleur et aimer le rouge. Ça doit donner un peu plus d'explications. C'est-à-dire que je trouve, si on parle de palette de couleurs en général, le rouge se situe entre les couleurs et les non-couleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer vraiment les couleurs, mais il y a toujours des éléments de rouge qui vont transparaître. Alors, la semelle rouge, elle est née d'un dessin. Donc moi, je dessine des souliers, c'est mon métier principal. Ce que je fais à Monaco, c'est vraiment une chose de plaisir et ça n'est pas mon métier principal. Mais donc mon métier, c'est de dessiner des souliers, ensuite de les produire, etc. Bon, donc je dessine des souliers et puis je garde toujours les dessins. Et ensuite, quand je commence les premiers prototypes, je garde le dessin et je regarde si le prototype est vraiment comme le dessin. Parce que le principe, c'est quand même d'être le plus fidèle de son dessin originel. Ouais. Il y a toujours des choses, la différence entre une réalité et juste un dessin, c'est qu'il y a des choses qu'il va falloir adapter. Mais quand on dessine, on est tellement heureux, en tant que designer, créateur, etc., on est tellement heureux quand les choses ressemblent quand même vraiment au dessin originel. Ça, c'est une chose importante. Quand on dessine des souliers, on dessine aussi une cambrure. Moi, je suis une femme et je sais que la cambrure du pied, c'est quand même important. Est-ce que ça aussi, c'est une marque de fabrique, la cambrure qu'on choisit? Bien sûr, la cambrure, ça fait le dessin de toute manière. Ça fait le dessin. Vous partez de la cambrure alors? Je dessine pas des souliers, en fait, je dessine des souliers, mais je dessine des jambes. Quand je fais un dessin, je fais pas un corps en entier, sauf, disons, si ce sont des bottes très hautes, des cuissardes, etc. Mais j'ai besoin de dessiner la jambe. Donc, parce que finalement, le soulier, c'est la fin de la jambe. Donc, si je dessine pas la jambe, c'est un objet qui n'est plus attaché vraiment charnellement au corps. Donc, c'est pas la même chose. Donc, moi, j'arrive pas à dessiner. J'ai beaucoup de mal dans mon dessin. J'ai beaucoup de mal à dessiner un soulier tout seul. Seul. Vraiment, j'arrive pas à avoir les proportions. Enfin, je dois le refaire. Comme je suis un peu studieux, j'y arrive. Bon, mais c'est très fastidieux. Donc, je dessine des jambes sur lesquelles il y a des souliers. Et ça fait une proportion qui du coup, ça conditionne le talon, ça conditionne beaucoup de choses. Ça finit le dessin. Et de toute manière, quand on regarde une femme avec des souliers, disons, fins, finalement, le soulier, c'est la fin de la jambe, mais il reste attaché à la silhouette. Alors ensuite, il y a d'autres formes de souliers qui sont un peu moins attachés à la silhouette, mais quand vraiment le soulier reste attaché à la silhouette, il est capable d'apparaître, il est aussi capable de disparaître et de laisser complètement le regard sur la silhouette de la femme. C'est vrai qu'on dit toujours que les plus beaux accessoires pour les femmes sont ceux qu'on ne remarque pas quand elles les portent. Vous avez quand même l'idée de faire une semelle rouge. C'est une identité pour vous? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, à nouveau, donc je dessinais, et puis les choses que j'avais dans la tête, j'avais en fait tout le côté années 60 pop. Alors, vraiment, les sérigraphies de Warhol. Donc, vraiment l'idée pop, comme ça. Pop, plutôt dans la peinture. À cause de ça, j'ai vraiment tous mes dessins étaient avec des couleurs vives. Et donc, avec des couleurs vives. Donc, à un moment, il y a un dessin qui est de couleur très vive, avec une fleur sur le soulier qui barre le coup de pied, avec une fleur qui a des couleurs différentes, etc., des pétales différentes, qui est ornement. Et donc, quand le premier prototype arrive, la forme est bien, le décolleté est bien. Le décolleté, c'est la partie qui cache l'avant du pied, disons, qui le couvre, qui le découvre un peu.
La bride est bien, la fleur est bien, mais il manque quelque chose. J'ai le dessin à côté de moi, à ma gauche, dans ma main gauche. Dans ma main droite, j'ai le soulier, je le regarde, il est bien, mais quand même, il y a plus de force dans le dessin. Et c'est en le tournant, c'est-à-dire en voyant le talon, que je vois que tout à coup, beaucoup de noir apparaît, la semelle. Beaucoup de noir apparaît, et je me dis, c'est peut-être ça, il y a trop de noir. Dans mon dessin, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de beige, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de taupe, il n'y a aucune non-couleur dans le fond. Et j'étais en Italie, et la personne qui essayait les souliers avait fini la journée d'essayer les souliers, donc elle était en train de se peindre les ongles avec un vernis. Et donc j'ai attrapé son vernis, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre le vernis? Ah, mais j'ai encore 2 ongles à faire. Je dis oui, bon, comme elle était un peu lente à faire ses ongles, je lui ai piqué son vernis, et puis finalement, j'ai peint la semelle en rouge. Mais c'était vraiment à la base, c'était pas pour ajouter du rouge, c'était pour enlever la non-couleur. Ça enlever la non-couleur. Et tout à coup, vraiment, ça a fait effet de révélateur. J'ai vraiment retrouvé mon dessin. Mais je me suis dit, voilà, c'est ça. En fait, il fallait rajouter une couleur. Vous avez mis du piquant. Voilà, j'ai mis une couleur là où il devait y avoir de la couleur pour moi. Et j'ai regardé, alors tout à coup j'étais très satisfait. Alors je me suis dit, très bien, voilà, c'est très joli avec du rouge. Donc puisque c'est très joli avec du rouge, je vais mettre du vert. Alors ça c'est parce que c'était vers Noël, donc à nouveau un peu classiquement, je me suis dit, voilà, Noël, il y a du vert, etc. Bon. Et je suis revenu avec une semelle rouge et une semelle verte. Et à l'époque, donc ça c'est 92, je suis dans mon magasin de Paris, rue Jean-Jacques Rousseau, et donc souvent j'étais le vendeur du magasin aussi. Et je me rends compte quand même que beaucoup de femmes, début des années 90, regardez même aujourd'hui, vous êtes en noir, beaucoup de femmes sont en noir. Et dans le fond, beaucoup de femmes ne portent pas de couleur. Et en me rendant compte de ça, je me suis dit, si on n'aime pas les couleurs, parce que une ou deux femmes arrivent, des clientes, et puis elles achètent du noir immédiatement. Et moi je dis, vous voulez pas une chose en couleur? Ah non, moi je porte jamais de couleur. Et à une de ces femmes, je dis finalement, non, moi je n'ai jamais de couleur, me dit-elle. Je dis, mais si, vous avez la couleur. Elle me dit, non, je porte jamais de couleur. Je dis, mais regardez, les lèvres sont rouges, les ongles, vous avez des ongles rouges. Elle me dit, ah oui, mais le rouge c'est différent. Donc ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, on peut ne pas aimer les couleurs, mais on aime quand même le rouge. Parce que le rouge, comme elle disait, c'est différent. C'est pour ça que finalement, je me suis dit, pour le coup, si on n'aime pas les couleurs, on n'aime pas le vert. C'est ça. On n'aime pas le vert, on n'aime pas le orange, on n'aime pas le jaune. Enfin, il y a beaucoup de couleurs qui sont des couleurs, et si on n'aime pas les couleurs, c'est comme ça, on n'aime pas, voilà, on ne va pas aimer le vert, ça c'est sûr. Le bleu, de temps en temps, peut passer pour les gens qui n'aiment pas la couleur, mais pas le vert, pas l'orange, pas le violet, etc. Donc je me suis dit, si je dois rester avec une couleur, ça ne devrait pas être le vert, ça va être le rouge. Parce que en fait, c'est une couleur forte, et en même temps, c'est une non-couleur. Ça appartient à différents domaines. Oui, ça appartient. Et finalement, c'est très féminin, parce que là, on parle de souliers de femmes, mais vous l'avez mis aussi, ce rouge, vous l'avez mis aussi sous des souliers d'hommes. Hein. Oui, mais il n'y a pas de... Le rouge n'est pas genré. D'accord. Il fonctionne. Vous regardez les matadors, ils ont du rouge, le rouge arrive à peu près dans tous les domaines. Et aussi, le rouge a cette particularité, j'ai un tout petit peu étudié ça, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a certaines couleurs, si vous prenez le blanc, ok, vous allez me dire le blanc n'est pas une couleur, mais disons on prend quand même le blanc. Le blanc, Europe par exemple, c'est la couleur du mariage, etc. Ouais. Bon. Le blanc, c'est la couleur du deuil dans beaucoup de pays en Asie. Donc il y a vraiment des couleurs qui ont des significations différentes suivant les endroits. Le rouge a des significations évidemment très différentes suivant les pays, suivant les régions, etc. Mais jamais vraiment négatif. Alors vous pouvez me dire, oui, c'est la couleur du sang, mais le sang, c'est la vie, c'est la passion. Voilà. Donc le rouge, partout, de toute manière, où il est bonne fortune, où il est passion, où il est amour, mais il n'est jamais vraiment c'est une couleur très forte même symboliquement, mais qui marche à peu près partout. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'à l'heure qu'il est, elle se promène, la semelle rouge se promène dans le monde entier. Et j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit,
Bon, à part 3 rédactrices casse-pieds, j'aime pas le rouge parce qu'il faut bien qu'elles disent quelque chose, mais à part ça, j'ai jamais vraiment eu de problème. Vous parlez des rédactrices casse-pieds. Est-ce que quand on est créateur, designer, vous parlez de la satisfaction de son dessin, du prototype qui réussit, est-ce que c'est difficile de faire face aux critiques? Parce qu'on fait jamais l'unanimité, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui nous aiment pas. Et quand je vous écoute, je me dis, est-ce que c'est facile quand même, quand on aime autant ce qu'on fait, d'entendre des gens dire ça me plaît pas, c'est pas beau, ou j'aime pas. Vous savez quoi, je pense que c'est très difficile pour certains métiers. Par exemple, je pense et je sais un peu de ça, les acteurs c'est très difficile parce qu'un acteur c'est quand même quelqu'un qui donne son corps, donc c'est très difficile, un acteur, une actrice, de dire à quelqu'un je t'ai pas aimé dans tel rôle. Pourquoi? Parce qu'on donne quand même beaucoup de soi-même, ouais. Beaucoup de soi-même, et physiquement on est quand même pénétré. Moi j'ai une main qui fait ce travail, mais ensuite qui est un peu dirigée par la tête, mais c'est une main mais ensuite c'est quand même une chose détachée. Donc ça me fait pas plaisir si on me dit j'aime pas ce que tu fais, ça me fait pas plaisir, mais à la fin j'arrive quand même à me détacher. Ça n'est pas moi, ça n'est pas mon enveloppe physique qu'on est en train d'attaquer d'une certaine manière. Donc je veux dire par là qu'une fois qu'une chose est finie, il y a une distance qui se met. Par exemple, moi je dessine des souliers, j'ai jamais dessiné de vêtements, ça m'intéresse pas. J'aime bien les vêtements sur les autres, mais ça m'intéresse pas de dessiner des vêtements. Donc quand je vois les souliers sur quelqu'un, je suis toujours intrigué, intéressé et même amusé de temps en temps de comment les gens vont mettre comment vont les porter, oui. comment ils vont être portés. Mais je dirais jamais c'est mal porté. Moi je vois pas ça comme ci comme ça. Numéro 1, je dessine pas de vêtements, donc c'est pas à moi de choisir, mais surtout le fait que les gens s'approprient ce que vous faites, c'est formidable. Donc moi ça me plaît. Donc après les critiques, je veux dire, tout le monde critique tout, oui. Tout est critiqué tout le temps, donc c'est pas tellement un problème. Aujourd'hui, tout le monde critique tout, ça c'est vrai. Oui, et puis numéro 1, non, c'est pas grave. Non, moi vraiment les critiques, moi, je les entends pas, et puis je crois qu'on a aussi, chaque personne a une mémoire sélective, donc il y a des choses qu'on va garder qui peuvent être des choses négatives. Mais moi j'ai une très bonne mémoire sélective, tout ce qui est vraiment juste irritant, ça vous passe. Vraiment, j'ai oublié. C'est une force, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec ce négatif qu'on leur envoie et qui ont du mal. Est-ce que quand on est créateur, est-ce qu'il y a un moteur à tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes plus en verve par moment qu'à d'autres, ou pas? Oui, j'imagine qu'il y a des moments où on se sent plus créatif, on se sent plus pétillant, etc. Et puis il y a des moments où on est un peu plus mou. Bon, ça c'est le rythme de la vie en général, mais quand on est soumis à une fréquence, hein, puisque quand on fait des souliers qu'on vend, il y a quand même la nécessité qu'il y ait un renouvellement, qu'il y ait des nouveaux modèles, il y a des saisons, etc. Est-ce que c'est facile de suivre ce rythme-là? Moi, j'ai eu la chance quand même je vis de mon travail, et mon travail, c'est ma passion, c'est presque une passion d'enfance. Donc, d'une certaine manière, je n'ai pas tellement de pression. Si, après, il y a tout un organigramme, il y a une compagnie, etc. Je dessine pas 3 souliers. Il faut faire vivre une entreprise après. Hein, ouais. Mais quand même, moi, le premier point, à part mon dessin, c'est un trait de caractère, c'est l'enthousiasme. Donc moi, j'ai vraiment, et je fais très attention même alors je soigne beaucoup mon enthousiasme, et parce qu'il est essentiel à mon travail. Et j'ai la chance, oui, c'est vraiment le premier moteur. Et j'ai la chance ça fait 34 ans que j'ai commencé la compagnie, et j'ai la chance d'avoir gardé cet enthousiasme, avec de temps en temps des moments où je l'étais peut-être un peu moins, mais j'étais capable de remettre l'enthousiasme dans quelque chose qui me faisait rebondir. Mais d'autres projets qui accompagnaient et qui revenaient finalement à me réalimenter et réalimenter mon enthousiasme. Donc vraiment, j'ai pas tellement de difficultés. C'est horrible de dire ça, parce que je voudrais dire que je travaille trop. J'aime bien entendre que vous n'avez pas de difficultés, d'abord parce que ça fait du positif, et ensuite parce que on est ensemble à Monaco aujourd'hui. Christian Louboutin et Monaco, c'est quand même une histoire de succès. Il y a eu cette exposition magistrale pendant tout un été au Grimaldi Forum, une exposition qui a voyagé d'ailleurs, hein, et qui a eu un succès, qui a remporté un succès populaire assez significatif. Et puis depuis quelques années, il y a le Bal de la Rose,
Comment ça se passe, le bal de la rose? C'est un jour on vous propose ça vient sur la table? Comment ça se passe? Ben oui, ça s'est passé à peu près comme ça, tout à fait. Spontanément? Spontanément. Parce que quand on dessine des souliers, est-ce qu'on pense un jour qu'on va alors orchestrer, c'est aussi donner une thématique, un déco, une ambiance à un événement? Alors, ça s'est passé tout à fait spontanément. C'est la princesse Caroline qui me l'a proposé, mais il faut aussi comprendre que Caroline, c'est quelqu'un que je connais depuis quand même maintenant très longtemps et avec qui on a des dialogues. On a des dialogues sur beaucoup de choses, donc on est quand même finalement maintenant très liés. Donc ça, c'est pas arrivé. Elle n'a pas dit je vais appeler Christian Louboutin comme ça un matin, quoi. Non, enfin elle a peut-être dit ça, elle s'est peut-être levée le matin en se disant voilà, mais surtout on se connaît suffisamment pour avoir déjà discuté de choses ensemble et d'avoir vu des choses ensemble et d'avoir compris des choses ensemble et puis voilà. Donc un vrai rapport. Donc à travers ça. Ça n'est pas arrivé par hasard, c'est ça que je veux dire. Alors moi, je me sens très honoré et très 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 content de ce poste parce qu'il y a une chose moi que je respecte. Enfin, j'essaye de respecter tout et chacun, mais il y a une chose pour moi qui est importante dans le fond, mais ça c'est aussi un peu lié à mon travail, c'est l'esthétisme. Ah bah oui. Et l'esthétisme. Alors que ce soit beau quand même. L'esthétisme, c'est une chose assez particulière. C'est-à-dire, là, je dérive sur le cinéma. Donc la princesse Caroline avait demandé une année à Pedro Almodovar de régler le bal de la rose. Et alors Pedro Almodovar, c'est un formidable, évidemment un formidable réalisateur, mais c'est aussi un esthète. Il y a des très très grands réalisateurs qui ne sont pas des esthètes. Voilà. Ouais. L'esthétisme, c'est d'un point de vue, disons d'un point de vue, lui il est réalisateur, mais on peut être designer, mais on peut être un musicien, mais ce qu'on touche au-delà du territoire où on travaille, de manière plus large, il y a la même chose qui reste, c'est-à-dire un esthétisme qui envahit des territoires plus importants que juste la chose sur laquelle on travaille. Et qui a un peu sa marque aussi. Enfin, en tout cas, sa signature. Voilà, exactement. On retrouve, on peut dire un univers à la Almodovar, on peut dire un univers à la David Lynch, par exemple. Ouais. Je parle de lui parce que j'ai travaillé avec lui, mais parce que c'est un immense réalisateur. On peut dire, alors là, c'est pas du tout dur, hein, c'est juste autre chose. On peut pas dire un univers à la Francis Ford Coppola. Vous voyez, c'est un immense réalisateur, mais si on dit un physique à la Coppola, ça ne va pas dire grand-chose. Un physique à la Coppola, on va venir à Sofia Coppola, qui, elle, est une esthète. Grande réalisatrice, mais une esthète. Virgin Suicide, c'était... Voilà, mais il y a déjà un code de couleur, il y a déjà des physiques. Voilà, c'est ça l'esthétisme. C'est de réussir, d'entacher un univers plus large que son propre univers sur lequel on travaille. Et alors, dans le fond, on a eu on a eu plein de conversations sur l'esthétisme, parce qu'il y a des esthétismes, il y a des esthétismes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est quand même un esthétisme, c'est-à-dire il y a une cohérence dans beaucoup de choses. Et donc je pense que ça fait partie de ces discussions qu'on a eues avec Caroline, si dans le fond je me retrouve maintenant à faire le bal de la rose, parce que moi je dessine des souliers, mais je pense que mon univers en général, disons esthétique, est beaucoup plus large que ça. Et c'est ça qui est important. Bah bien sûr, quand vous vous attelez au bal de la rose, alors spontanément on pense à la déco, évidemment, hein. Est-ce que ça va plus loin que ça? C'est-à-dire, puisque vous parliez de cohérence tout à l'heure, j'imagine que cette cohérence, elle est dans un ensemble d'éléments, hein, pas uniquement la couleur du tissu sur la table ou le choix des fleurs. Il doit y avoir une unité ou un projet complet. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est très rigolo quand on connaît pas les choses, on sait pas comment ça marche, disons. Ouais. Moi, je vois, parce que j'ai un rapport avec le théâtre, avec le cinéma, mais aussi avec la danse. Mais c'est intéressant de voir que, par exemple, même une danseuse, quand elle va danser, elle se projette, il y a la technique, mais elle va aussi se projeter dans un personnage. Et le personnage, il est assez précis dans la tête de la personne qui va faire ce qu'elle doit faire. Et donc, c'est beaucoup plus large que ce qu'on va voir. Il y a un travail profondeur qui habite
les gens. La cohérence dans les éléments que vous choisissez dans le bal de la Rose, elle va au-delà d'un code couleur, par exemple. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, en fait, quand on préparer un bal, il y a plein de manières j'imagine qu'il y a plein de manières de le faire, mais à nouveau, il doit y avoir une forme de cohérence. Donc, nous, on commence, alors je dis nous, parce que la princesse Caroline, elle est très involved dans le bal. Elle est en répétition du matin jusqu'au soir, elle regarde, etc. Et puis ça a été discuté aussi ici, ça a été discuté aussi à Paris, ça a été discuté, bon, ça dépend où, mais enfin, ça a été quand même largement discuté. On n'arrive pas là à 2 jours en se disant, bon, c'est bien ou c'est pas bien. Mais à la base, finalement, on commence par la musique. On commence par la musique, quels seront les rythmes musicaux et quelle est la coloration musicale. Et de ça, tout à coup, on ouvre pour que ça devienne un univers cohérent avec la musique. Donc, à chaque fois, donc ça fait, voilà, maintenant c'est la 3e ou la 4e fois, à chaque fois, c'est parti avec un univers musical. Et de ça, il y a une cohérence de l'esthétisme qui va aller, du décor qui va aller. Mais ça dépend toujours de la musique. Alors, pourquoi ? Ça, c'est vraiment un truc... Moi, j'ai toujours dansé. Enfin, depuis que je suis petit, j'ai toujours dansé. Ça part pas de nulle part, quand même. Non, j'ai toujours dansé. Donc, je pense que un bal, particulièrement comme il est réglé, puisque c'est un bal, c'est une charité, mais les gens qui sont là ont payé et on n'est pas là à leur dire bon alors maintenant pendant des heures on va lever les mains, etc. pour faire des prix et tout, et que c'est très bien à la fin de faire ça, mais c'est très 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 ennuyeux. C'est un petit peu tunnel. Mais en tout cas, c'est casse-pied d'être là à attendre qu'il se passe quelque chose. Et les gens ont envie de s'amuser. Mais bien sûr. Donc le principe, c'est vraiment de passer à un dîner à justement ce désir de danser pour tout le monde. Et ça marche. Mais je pense que ça marche aussi parce que vraiment la musique est au cœur de l'histoire. Donc la musique, le entertainment est au cœur de l'histoire. Alors est-ce que vous dessinez ? Là, parce que vous me disiez tout à l'heure, je dessine les souliers. Mais quand on prépare le bal de la Rose, est-ce qu'on dessine ? Est-ce que Christian Louboutin dessine des univers, dessine une ambiance générale ? Oui, il y a tout. Il y a les mood boards, etc., les couleurs, tout. Oui, tout ça est tout à fait. Tout ça, c'est... Donc, cette année, l'invitation, elle est violette, il me semble. Il y a une base de violette, et il y a une base, c'est un coucher de soleil, donc c'est une base de violette, un jaune qui est un jaune comme ça, qui est assez ambré. C'est vraiment la fin de journée, mais la coloration du soleil sur justement... C'est Golden Hour. Exactement. Exactement. C'est ça. Mais sous les tropiques, lumineuse. Oui, sous les tropiques. Et donc ça aussi, vous l'avez dessiné. C'est quelque chose que vous avez imaginé. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de détails, mais c'est bon. Alors je sais pas, il y a des gens qui disent le diable est dans les détails, et d'autres qui disent Dieu est dans les détails. Mais enfin, il y en a un des deux qui est dans les détails. Et peut-être un peu les deux. Peut-être, oui, certainement les deux. Voilà. Mais oui, enfin les détails, c'est une chose très importante. Et puis l'idée quand même, c'est à nouveau d'arriver dans un univers, c'est un endroit qui existe, il est à chaque fois complètement changé. Donc l'idée, c'est vraiment de changer complètement l'univers. C'est ça, parce que vous l'organisez dans une salle, ce bal, une salle qui existe pour d'autres événements, une salle qui est reconnue en plus, elle a une identité. Oui. Donc est-ce qu'on arrive à la faire disparaître, cette identité, ou est-ce qu'on la lie simplement à son choix ? Non, on arrive à la faire disparaître. Alors, elle a une forme. La forme ne bouge pas, mais suivant le moment, la lumière va changer. Mais c'est une salle, à la fin, c'est un peu une boîte vide quand même. Enfin, sauf des salles qui sont très ornées, les salles du 19e, on peut difficilement oublier les décors. Mais là, c'est une salle assez technique. Elle est formidable pour le son, elle est formidable pour la lumière, elle est formidable pour être travaillée. Donc en fait, c'est vraiment une boîte qui demande, voilà, exactement, qui demande à être parfaitement travaillée et modulée. Elle est modulable. Il y a quand même ce plafond extraordinaire qui s'ouvre ça, donc qui peut donner des lumières complètement différentes. Ça, c'est suivant les saisons quand même. Donc oui, elle demande à être modulée et à être Donc ça, c'est formidable. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, on parle de la salle aux étoiles, ce qu'on appelle le Sporting, chez Monte Carlo SBM. Quand vous la découvrez la première fois, est-ce que vous vous dites « je vais ouvrir le toit » ? Alors, la première fois, c'était 2020. Donc, il y a une corrélation entre l'exposition
l'exhibitionniste qui était là. Donc c'est 2022, c'était prévu pour 2020, mais ce qui s'est passé, c'est il y a eu ce qu'on appelle le Covid, qui laisse peut-être certains souvenirs. Donc 2020, pas de Bal de la Rose, 2021 non plus, et 2022, il arrive exactement au même moment que l'exposition, donc c'est en juillet. Donc l'exposition ouvre en juillet et le bal suit en juillet. Il y a 2 jours de différence, l'ouverture et ensuite le bal. Donc en fait, en juillet, le toit était ouvert. Le toit était ouvert. Ça fait quand même dîner sous les étoiles et danser sous les étoiles, c'est quand même encore différent. Oui. Et c'était très très bien que ce soit ouvert parce qu'il faisait une chaleur accablante avant que ce soit ouvert. Donc en plus, il y a eu une forme de révélation. Un peu d'air. Un peu d'air, youpi, des étoiles et beaucoup d'air. C'était formidable. Alors parlons juste de l'exposition parce que là aussi c'était une surprise d'imaginer l'univers que vous avez appelé l'exhibitionniste, l'univers de Christian Louboutin dans une exposition. L'idée c'était quoi? Parce qu'on vient pour plus que pour voir des souliers quand même. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, elle est assez simple. Elle est aussi dans le titre. C'est que derrière un travail, il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. C'est toujours compliqué de penser de soi-même qu'on peut être intéressant. Alors bon, mais donc, enfin, c'est possible. Oui, c'est possible, mais enfin, c'est un peu compliqué quand même. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de décider. Je suis suffisamment intéressant pour parler de comment je travaille, etc. C'est bien de le reconnaître, mais en gros, il y a quand même des gens autour de moi qui ont dit il faut faire vraiment une exposition, mais il y a vraiment des choses. Il faut parler des choses dont on parle dans la vie, et puis les influences, tout ça, je veux dire, ça existe, et pourquoi ne pas les montrer? Donc c'est pour ça que ça s'appelle exhibitionniste, c'est que moi, je dessine des souliers, c'est mon travail, et je suis satisfait de mon travail, et en général, je ne parle pas particulièrement de moi. Là, j'avais conscience, la première exposition, donc elle était à Paris, dans un lieu où je suis né, moi, dans le 12e arrondissement, dans un musée que j'adore qui s'appelle le Palais de la Porte Dorée, anciennement musée des arts africains et océaniens. Et donc voilà, donc la première exposition. Qui est un lieu marquant pour vous, hein. C'est pas un hasard, ce musée. Vous ne le choisissez pas par hasard. Non, c'est pas du tout par hasard. On me propose de faire une exposition dans différents endroits, mais je ne me sens pas légitime. Alors, des endroits où il y a des expositions de mode, bon, très bien, genre les arts décoratifs, etc., formidable, mais je ne suis pas le premier dedans, ça fera une exposition de plus, et dans le fond, oui, c'est très, très, très bien, mais ça ne me parle pas particulièrement, ça ne me parle pas intimement. Mais dans cette idée de faire une exposition, alors après, plein de gens sont intervenus, il y a eu un nombre de hasards qui ont fait que tout à coup, je me suis dit, cet endroit, ça fait du sens. Et pourquoi cet endroit fait du sens? C'est parce que c'est un endroit que je connais depuis que je suis petit. C'est un endroit où j'ai beaucoup traîné. C'est un magnifique bâtiment des années 20, de 1929 précisément, avec des aquariums. Il y a le plus grand endroit à Paris avec tous les poissons possibles et imaginables. Et moi, j'adore les poissons. Je suis allergique aux poissons, mais j'adore les regarder. Donc ça me paraît, là tout à coup je me dis voilà. Et l'exposition, c'est une sorte de double exposition. Il y a mon travail, alors mis très en scène, parce que c'est un petit travail, les souliers c'est quand même petit. Donc pour réussir à faire dans des grands espaces un regard sur les choses petites, il faut vraiment une sorte d'effort. Mais aussi, cet endroit, moi c'est le premier endroit qui m'a donné envie de voyager. C'est-à-dire que quand je suis petit, vers 10 ans, j'ai une sœur, pas ma sœur aînée, ma deuxième sœur, mais qui a quand même 14 ans de plus que moi, qui, pour se débarrasser de moi, me jette dans le musée en se disant comme ça, moi je peux les draguer, etc. Et hop, moi, petit garçon, je suis dans le musée. Alors je regarde les poissons et je commence à m'aventurer dans les étages. Et dans les étages, il y a ces collections africaines et océaniennes, avec des choses que moi je n'ai évidemment jamais vues. Des choses incroyables. Alors il y a du mobilier, il y a des bijoux, il y a des ornements, il y a des armes, il y a beaucoup de choses, avec des noms très magiques. Très magique, alors surtout l'Afrique, avec des noms, le royaume du Dahomey, enfin des choses formidables comme ça, avec des noms qui font assez rêver. Et puis, moi étant petit français, le côté très Tintin quand même. Alors je regarde des choses incroyables, alors je vois une couronne, alors la couronne ce sont des épines avec des choses de porc-épic, alors que moi je vois la couronne, je vois tout de suite... C'est de l'or quoi. Voilà. La reine Elisabeth. Oui, alors, bon, forcément. Donc vraiment, Charlemagne. Justement, de regarder
d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres manières de voir le monde, d'autres manières d'expérimenter le monde. Et donc ça me donne envie de voyager, ça c'est la première chose. Et surtout, je forme un œil intéressé par les autres et par d'autres cultures. Est-ce que vous diriez que vous êtes un citoyen du monde? Parce que quand vous êtes entré tout à l'heure, je vous ai entendu parler anglais, donc avec votre entourage direct, les gens qui travaillent avec vous notamment. Est-ce que vous avez gardé ce sens du voyage et de l'international? Oui, j'ai tout à fait gardé ça. Alors, moi, un des jeux que je faisais, quand j'étais petit, j'habitais rue de Fécamp, dans le 12e arrondissement, à côté d'une avenue qui s'appelle l'avenue de Ménil, et je devais prendre l'avenue de Ménil et tourner à gauche, donc je passais devant ce fameux musée, et à gauche, ensuite, j'allais à ce lycée qui s'appelait le lycée Paul Valéry. Bon. Donc ça, c'était un itinéraire qui faisait genre 10 minutes, un quart d'heure. Et à côté, dans l'avenue de Ménil, il y avait une agence de voyage. Et donc, un de mes jeux préférés, c'est que je revenais de l'école avec un énorme catalogue, avec, vous voyez, agence de voyage, les prix des billets pour aller, je ne sais pas où, au Pérou, en Australie, en Italie, les photos, etc. Et donc, mon jeu, moi, j'étais assez solitaire enfant, même si j'avais des copains, des copines, et puis des sœurs, etc., mais elles étaient plus vieilles, donc elles n'étaient pas tellement là. Mon jeu préféré, c'était de m'inventer un voyage de 3 semaines, puis un voyage de 3 mois, puis voilà. Alors je faisais tout. Alors je suis très bon en calcul mental, parce que par exemple, je disais, bon, alors là, c'est des escudos. Alors, 1 franc égale 0,2 escudos, je ne sais pas quoi. Ça vous faisait travailler vos maths, exactement, comme ça. Mais c'est pour ça que je suis très bon en calcul mental. Et puis, 1 escudo égale 0,2 francs, je sais pas quoi. En fait, donc, et je faisais une colonne, une colonne avec des escudos, je sais pas quoi, une colonne avec les reals brésiliennes, colonne. Et puis je regardais les horaires, et puis je partais, et puis j'arrivais, et puis donc je restais dans tel hôtel. Ça, c'était exactement, je faisais ça. Alors je restais dans tel hôtel, et puis dans tel hôtel, je restais 15 jours là. Après, j'avais un avion qui m'emmenait là. Je faisais un tour du monde, ou alors je faisais un tour de l'Amérique du Sud, et je revenais pas. Bon, j'inventais tous ces voyages-là. Et puis je me faisais peur, je me disais, j'ai plus d'argent, on m'a piqué, tout mon argent. Dans la simulation, vous faisiez des jeux de rôle au point de perdre votre argent? Oui, mais alors j'avais bien calculé mon coût. À chaque fois que j'allais dans l'hôtel d'après, j'avais une enveloppe avec 3000 francs français. Ah oui. C'est les anciens francs. Hein. Ah bah oui. Bon. Et donc j'avais une enveloppe, et puis j'avais 10 jours, donc je revivais sur cette enveloppe, et pendant 2 jours je crevais de faim, parce que fallait que j'arrive en faisant du stop à l'aéroport. Enfin, je me faisais peur, je m'amusais, j'étais content, j'avais vu des choses, j'aurais voulu rester plus longtemps, mais tout ça était très organisé. Bon. Et c'était mon jeu favori. Je faisais le tour du monde, le tour de ça, je faisais juste 10 jours, je revenais, un jour c'était pas très loin, peut-être je faisais une chose en quart et tout, j'étais très excité par mes voyages imaginaires. Et un jour je racontais ça à une amie, elle me dit, mais est-ce que tu te rends compte que finalement c'est devenu ta vie? Alors j'y avais jamais pensé, je me dis, mais oui, c'est vrai, c'est drôle, c'est exactement ça. Je vous écoute, et j'étais en train de me dire, je vais lui dire, finalement aujourd'hui c'est ce que vous faites. Finalement, aujourd'hui, exactement. Donc moi, j'ai vraiment, enfant, j'ai vraiment imaginé des choses, je me suis amusé à des choses, et c'est devenu une réalité. Alors dans le fond, j'ai un espèce de... Vous savez que c'est une chance quand même, ça. Oui, je sais. Parce que tout le monde ne convertit pas ses rêves d'enfant en sa réalité d'adulte. Hein. Mais là où j'ai eu de la chance, c'est que je les ai convertis sans effort, à nouveau. Parce que je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte. Je me suis pas dit, je veux faire ça, je veux voyager... Ça s'est mis en place naturellement. Mais peut-être parce que le lien de tout ça, c'est votre inspiration et votre envie de dessiner. Oui. C'est peut-être ça qui fait que tout se développe un peu comme parce que ça part du soulier, quoi. Oui. Mais vous voyez, j'ai quand même conscience que je fais un travail, j'aime pas dire inutile, mais que je fais un travail de plaisir, disons. Alors le plaisir, ça n'est pas inutile. Non, moi je suis une femme, je peux vous dire que le soulier, c'est quand même dans l'ordre des priorités du shopping, c'est souvent en tête de liste quand même. Hein. Oui. Donc c'est pas si superflu que ça. Non, mais c'est quand même aussi relié, disons, au shopping. Il y a autre chose que le shopping. Donc, mais je suis vraiment très content, très heureux de faire ce que je fais, parce que j'adore ce que je fais, et donc je le fais d'une certaine manière vraiment sans effort, quoi. Sans effort, les efforts, ils arrivent ailleurs. Et ils arrivent après, surtout. Il y a quelqu'un qui a dit aimez ce que vous faites, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Mais bien sûr. Est-ce que ça vous permet, à vous, d'être plus investi encore? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué de loin cette compagnie que vous avez créée maintenant il y a plus de 30 ans, qui est toujours là, qui a traversé les âges.
c'est l'apanage de ceux qui ont une vraie signature. Hein. On a parlé de Dior ou de Saint-Laurent qui ont créé leur marque et qui l'ont développée. Ça demande quand même beaucoup d'investissement personnel. On ne fait pas ça en travaillant 3 heures par jour, j'imagine. Non, mais à nouveau, c'est pas un grand effort de travailler sur une chose qu'on adore. Oui. Je me dis pas, c'est dimanche, bon, je vais arrêter de dessiner ou de travailler. Et puis surtout, de toute manière, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, quand même. Ah oui. Dans le travail. Alors le dessin. Vous êtes un cérébral ? Je suis pas particulièrement un cérébral, mais j'ai conscience qu'il y a j'ai conscience que le cerveau et la mémoire sont des instruments incroyables quand même. Oui, indispensables. Oui. Indispensables. Justement, vous parliez de cohérence tout à l'heure, d'unité, de développer un concept qu'on a en tête. Est-ce que vous vous êtes surpris avec cet exercice du bal de la rose, celui du bal de la rose? Est-ce que vous vous êtes surpris? Est-ce que vous vous êtes dit, je ne savais pas que je pouvais faire ça? Ben non, parce qu'à nouveau, c'est... vous savez, mais oui, enfin... Oui et non, alors. C'est plutôt une bonne question, mais c'est une question que je ne me suis pas posée. C'est-à-dire que moi, dans le fond, je fais les choses et ensuite je réfléchis. Je ne suis pas quelqu'un qui se dit, bon, alors, on me propose quelque chose, je réfléchis, mais ça veut dire quoi? Ça va me prendre du temps, ça va pas me prendre du temps, Je dis instinctivement oui ou non. Et puis ensuite, je réfléchis. Quand j'ai fait les choses, je réfléchis à pourquoi j'ai désiré les faire, comment ça s'est passé. Je vous donne un exemple. J'ai une maison au Portugal et au bord de la mer, et puis il manquait une chose dans ce village. Pour moi, c'était un petit restaurant où je serais allé tous les jours. Alors dans le fond, je trouve une maison dans ce village, et puis voilà, je l'achète pour faire un restaurant. Et puis le maire du village vient me voir et me dit, mais vous savez, la maison que vous avez achetée, il y a pas mal de terrain, pourquoi vous ne faites pas un hôtel? Je dis, mais pourquoi? Il dit, il n'y a pas d'hôtel dans l'endroit. Alors je dis, bon, ok, ben d'accord. Allez. Et j'ai commencé à faire un hôtel. Et c'est comme, bon, maintenant l'hôtel est ouvert depuis 1 an, mais c'est après que je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit oui à un hôtel? Je dis, c'est pas que... c'est pas votre métier, en fait. C'est pas mon métier, c'est pas que c'est pas que j'ai beaucoup de temps non plus, c'est pas que... Bon, j'imagine que vous avez des équipes. C'est pas vous qui êtes allé... Alors enfin, si, peut-être moi, aussi, quand même. J'ai des équipes, je veux dire, les équipes Louboutin, c'est pas... Mais non, c'est pas dans l'hospitalité. Vous n'êtes pas 200, hein? Non, mais je veux dire, c'est pas dans l'hospitalité. Et puis, de toute manière, l'hôtel, c'est pas un hôtel Louboutin. Ah, mais surtout, c'est pas un hôtel Louboutin. Non, c'est pas un hôtel Louboutin. Non, il s'appelle Vermelho, il n'a rien à voir avec la marque. Mais en revanche, j'ai beaucoup mis de moi-même, donc pour ça, il est intéressant. Même le code des couleurs, ça m'a permis de travailler sur des couleurs, mais sur des matières. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont revenues dans mon travail de dessin des souliers. Mais je voulais dire par là que j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai dit oui instinctivement, mais pourquoi tout à coup on dit oui à faire un hôtel quand toute mère, j'ai jamais fait ça, je sais pas ce que c'est que l'hospitalité. Et j'ai réfléchi, je me suis dit c'est drôle parce que, bon, j'aime beaucoup les maisons, mais je me suis dit c'est drôle parce que je pense que beaucoup de gens, enfin je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont le fantasme d'avoir un hôtel. Oui, c'est vrai. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai dit oui avant de comprendre que c'est un fantasme assez commun, l'idée d'avoir un hôtel ou le désir d'avoir un hôtel. Et chez moi, je me suis rendu compte que par exemple, être dans un hôtel, si on a un hôtel qui vous appartient, on se met dans un petit coin et puis on voit, c'est une manière d'être déresponsabilisé d'un endroit qu'on aime. Une maison, on arrive chez soi, il y a un problème, l'électricité, je sais pas quoi, il y a un bulbe qui manque, il fait trop froid, on voit un peu les problèmes, non? Un hôtel, si on a un hôtel, tout est géré par les autres, nous on est là comme ça, regardez, je dis ça parce que je me rappelle à Nice, d'aller, alors là on avait un espèce de séminaire et on était dans un hôtel qui s'appelle le Negresco. Le Negresco, oui. Et alors le directeur, très gentil, me montre l'hôtel quand j'arrive et puis il me dit, et puis il y a une petite dame comme ça dans un coin, sur une petite chaise comme ça, tout enfoncée, et il me dit, ça c'est la propriétaire de l'hôtel. Et je dis ah oui, et alors elle était comme ça recroquevillée dans un petit coin, et puis elle regardait, et je voyais qu'elle avait du plaisir à s'amuser, à regarder tous ces gens, tout ce bordel évoluer, autour d'une chose qui est la sienne, qu'elle a fait. Il y a beaucoup d'objets un peu partout, etc.
Et donc, dans le fond, je me suis dit, je suis cette petite dame recroquevillée au fond. Au Portugal. Au Portugal. Si on vient à l'hôtel au Portugal, si on voit un monsieur recroquevillé dans un coin, c'est vous, quoi. Voilà, mais je pense que c'est avoir un hôtel, c'est très rigolo parce que plein de choses se passent et puis on est presque infantilisé, c'est-à-dire qu'on est déresponsabilisé. Alors, on n'a pas ce côté ça va pas, gna gna gna. C'est vrai que quand vous y retournez, parce que j'imagine, puisque vous avez une maison à côté, vous devez quand même y aller. Oui, tout à fait. Quand vous y retournez, peut-être que tous les clients ne sont pas conscients que c'est le vôtre. Mais oui, mais c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo. Vous savez, moi, quand j'ai commencé Louboutin, j'ai été le vendeur pendant pas 2 ans, mais disons 1 an et demi. Ah oui, vous avez dit ça tout à l'heure. Hein. Oui. J'étais aussi le vendeur dans la boutique. Mais oui, j'étais le vendeur parce que Est-ce que les femmes qui achetaient des souliers savaient que c'était vous qui les aviez pas du dessinés? tout. Et non. Ça, c'était important pour moi enfin, elles n'avaient pas de raison de le savoir, non. En plus, mais c'était important pour moi de comprendre ce que cherchaient les femmes, par exemple. Donc, c'était très rigolo. Si on se positionne comme créateur, alors tout à coup, on est écouté d'une certaine manière. Ouais. Si on se positionne comme vendeur, on écoute. Et c'est la cliente qui est écoutée. Donc, pour moi, c'était très intéressant de voir. Et d'ailleurs, de temps en temps, il m'a dit, mais en 1 an et demi, c'est quoi ça? Vous savez, je connais très bien Christian Louboutin, ça ne lui ressemble pas du tout. Je dis, ah oui, mais vous savez, peut-être qu'il change un peu. Je me disais, oui, moi aussi je le connais un peu, mais bon, ok. Donc c'est très, très, très drôle, ça. Ah oui, oui, s'il vous plaît, appelez-le-moi, etc. Je dis, on avait un espèce de téléphone avec des touches, je disais, il n'est pas là, etc. Bon, mais j'ai jamais dit. Vous ne l'avez jamais avoué? Vous ne l'avez jamais dit à ses clientes? Non, parce qu'il n'y avait pas. Non, parce qu'il n'y a pas de raison de le dire. Et puis c'est rigolo pour moi quand même. Ouais. Et puis il n'y a pas de raison de faire mouche. Je veux dire, il n'y a pas de raison. C'est pas un combat. Il y a une vérité dans ce que vous dites, c'est que c'est souvent plus facile d'avoir la vérité de son interlocuteur quand il ne sait pas. Bien sûr. C'était important pour moi à nouveau. Parce que c'est plus riche d'enseignement, quelqu'un qui vous fait une vraie critique. Et vous voyez même des choses techniques importantes pour mon travail. J'avais fait, je me rappelle, une mule très haute avec beaucoup de brides sur le coup de pied. Et plusieurs femmes les essayaient, mais à chaque fois, je voyais qu'elles enlevaient des brides. Ah. Elles écrasaient les brides en haut et puis elles gardaient les brides du bas. Et effectivement, je me suis dit, le soulier est très joli comme je l'ai dessiné. Enfin, moi, je le trouve très joli comme je l'ai dessiné. Mais la femme qui le porte, elle a envie d'avoir un peu plus de coups de pied, clairement, que d'avoir tant de brides qui enchassent le coup de pied et donc qui rend la jambe un peu plus courte. Parce que les femmes se regardent toujours dans le miroir quand elles portent des souliers. Ah, oui. Ça, c'est une grande différence entre les hommes et les femmes. Les femmes se lèvent, elles regardent leur corps. Une fois qu'elles ont le soulier, elles se lèvent et elles se regardent en entier. Elles se tournent. Elles regardent la cambrure, elles regardent les fesses, elles regardent les jambes, elles regardent leur corps. Ah oui, c'est indispensable. Toujours dans le miroir, toujours. Un homme qui essaie des souliers, il regarde ses pieds, il tape un peu pour voir si ça fait pas mal, s'il se sent confortable, et il regarde sa stabilité. C'est assez rare qu'il se regarde dans le miroir. Alors justement, vous avez fait des souliers pour des hommes, vous faites des souliers pour les hommes aussi. Mm-hmm. Est-ce qu'on a la même créativité? Est-ce qu'on a le même terrain de jeu? Oui, mais c'est une chose que je ne savais pas vraiment, parce que moi, j'avais cette idée un peu classique de l'homme, d'une certaine manière, et puis des souliers qu'on garde longtemps, etc., qu'on va passer peut-être à son fils, qui aura probablement pas la même taille, mais enfin, on ne sait jamais, on va les faire ressemeler. Voilà, on les fait ressemeler, on les polish pendant très longtemps. Et tout. Bon. Donc, un rapport comme ça, presque un peu plus objet, et puis plus pérenne, dans le fond. Mais déjà, les hommes ont changé. Ouais. Et il y a beaucoup plus de désir d'avoir un rapport ludique avec ce qu'on porte, c'est la première chose. Et puis surtout, ça s'est passé comme ça. Moi, je devais aller à un truc en Amérique qui s'appelle le Met Ball, et puis donc il y a un thème. Ah oui, quand même. Donc le thème, c'était super-héros. Donc je me suis fait un soulier de super-héros. Donc à l'époque, il n'y avait pas de soulier. Je ne faisais pas de soulier homme, mais je me suis fait un soulier pour moi, que j'appelle le rollerball, parce qu'il y avait cette affiche, j'avais cette affiche en tête d'un film très violent qui s'appelait Rollerball, un sport hyper violent. Et donc l'affiche, c'était un poing, une main d'homme, un poing, et puis il y avait des grands spikes sur le gant. Donc je me suis dit, je vais faire ça sur le soulier. Je vais faire un soulier noir avec des grandes spikes partout, comme ça. Donc ça va faire un peu super-héros. Bon.
j'ai eu tellement de compliments et tellement de gens qui m'ont dit mais je veux les des gens qui m'ont rappelé, je me suis dit tiens c'est drôle, mais il y a des gens qui ont insisté. Donc en fait j'ai fait ce premier soulier pour moi et puis je l'ai fait pour un certain nombre de gens qui l'avaient vu sur mes pieds. Première chose. Et puis deuxième chose, Mika, donc le chanteur, je connaissais la musique que je connaissais pas, m'appelle un jour. Et il me demande en fait de faire les souliers pour sa tournée. Donc c'était sa deuxième tournée. Et alors on a une longue conversation au téléphone. Mais je lui dis mais maintenant je vais te demander une chose. Pourquoi tu me demandes à moi qui fais des souliers pour femmes de faire des souliers pour toi qui est un homme? Et il me dit mais écoute j'ai 3 sœurs et je sais pas comment tu fais, mais à chaque fois qu'elles mettent tes souliers, il se passe quelque chose. Alors je te demande une chose très simple, c'est de refaire la même chose pour un homme, que ça me donne la même énergie, parce que je le vois sur mes sœurs dès qu'elles portent les souliers. Voilà. Je dis, et il m'a dit, il faut qu'il y ait la même magie. Alors ça m'a débloqué, parce que moi je ne pensais pas spécialement à un homme sur scène quand je dessinais. Les rares fois où j'avais dessiné pour l'homme, c'était plutôt un homme presque classique. Et donc en fait je me suis dit, il faut que je dessine pour un homme sur scène. Donc il n'y a pas tellement de limites dans le fond. Donc j'ai fait une collection énorme. Ouais. Il n'en avait pas du tout besoin, je veux dire, il avait besoin d'une ou deux paires de souliers pour danser, sautiller, etc. Du coup, il a eu une armoire entière. Et du coup, j'ai fait une collection en pensant vraiment à quelqu'un sur scène. Et de cette collection, Mika en a pris certaines, et moi j'ai gardé la collection, et j'ai ouvert, il y avait un restaurant chinois en face de la boutique Femmes, rue Jean-Jacques Rousseau. Il allait fermer, je me suis dit, le restaurant chinois, ça va être une boutique homme. Mais ça s'est fait vraiment comme ça, de manière très organique, et puis assez au hasard. Et finalement, encore une fois, sans y penser, vous avez franchi un cap, sans l'anticiper, quoi. Voilà, c'est pas que je me suis dit... Vous savez, mais c'est tellement plus simple d'être comme ça. Parce que de temps en temps, je dois parler à des étudiants de mode. Alors, je leur dis toujours, mais ne vous donnez pas tellement de carcans compliqués. Ça sert à rien. Alors, je donne souvent cette anecdote aux étudiants. Je dis, j'étais allé recevoir un prix en Amérique de je sais pas quoi, et j'étais donc le Fashion Designer of the Year, mais il y avait aussi pardon, je parle en anglais, le Emerging Talent, donc le celui qui était en devenir. Voilà. Alors, je regarde, il y a un dossier, alors ça explique, et je vois quelqu'un qui avait commencé peut-être sa carrière il y a 2 ans, avait déjà un plan dans 10 ans, des parfums, donc il y a 150 boutiques. Je me dis, mais pourquoi il se casse les pieds à imaginer ce qui va se passer dans 20 ans? Je veux dire, Et qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ce qu'on a projeté dans 20 ans? Alors, on a raté son histoire, on a raté son coup. Pourquoi se donner tellement... pourquoi se donner un objectif se avec flageller, le risque, oui, je veux dire, on ne sait pas ce que vous apporte la vie. Alors, allez... À distance de 3 ans, il faut peut-être avoir un projet parce que les choses mettent un certain temps, mais c'est pas la peine de... Je sais pas, moi, si je me disais dans 10 ans, je vais avoir 100 magasins dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe? J'en ai 99, donc j'ai loupé le coche, je dois tout refaire à zéro. Je veux dire, ça sert à rien. C'est mieux de faire les choses et puis de voir justement il faut faire, et ensuite on regarde. Il ne faut pas, avant de faire, se donner tellement de difficultés qui ne sont pas en plus joyeuses ou créatives. Elles sont souvent Alors dures. chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est dommage, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire si on veut faire les choses dans la félicité. Alors justement, moi j'allais vous dire qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, mais alors c'est pas une bonne question. Non, c'est pas une bonne question, vous avez raison. Je peux pas vous la poser. Si, vous pouvez me faire un joyeux anniversaire, ça c'est le 7 janvier, donc vous avez un peu de temps. J'ai un peu de temps, ouais. Mais non, pour la suite, ça va dépendre de ce qui va m'arriver. Ça va dépendre de ce qui va m'arriver. Je veux pas, moi, me définir, me donner un tracé et me dire j'ai pas fait ce que je voulais faire. Et alors, les choses que j'ai envie de faire, elles arrivent comme ça, et voilà. C'est organique et c'est normal, ou c'est évident. Mais en revanche, je vais vous dire une chose, il y a plein de choses qui vont se passer prochainement. Ça, je le sais. Mais vous reviendrez à Monaco quand même. Bien sûr, je reviens toujours à Monaco. Merci beaucoup. Merci Christian Louboutin. Merci.